Bonjour, good morning to everybody in Canada and overseas. I am Sheikh Tidiane Bangoura, Chair of Africa Study Group of the Canadian International Council here in Ottawa. It's a real pleasure to welcome you again to our new webinar on the theme Security and Stabilization in Africa, the Sahel after the withdrawal of French troops from Mali. Sécurité et stabilisation en Afrique, le Sahel après le retrait des troupes françaises du Mali. I should mention that this webinar is presented in partnership with the Middle East Institute, a Washington-based institution. I would like to acknowledge that the Africa Study Group of the Canadian International Council is hosting this meeting from Ottawa on the traditional unceded Algonquin Anishinaabe territory. Je tiens à souligner que nous tenons cette session à partir d'Ottawa, territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. This webinar will be moderated by Intisar Fakir, who is the director of the North Africa and Sahel program of the Middle East Institute. Intisar Fakir est directrice du programme Afrique du Nord et Sahel du Middle East Institute, une institution basée à Washington. Et elle nous assure les services de modération aujourd'hui à partir de Washington. Elle est spécialiste pour les questions d'Afrique du Nord et du Sahel et des questions thématiques régionales clés, notamment la gouvernance, le changement social, la migration, la sécurité et du coup, évidemment, la stabilisation. Elle est l'auteur de bien nombreux rapports et articles et a consulté et conseillé des gouvernements et des entreprises aux États-Unis et en Europe, tout comme en Afrique, sur les questions du développement du Maghreb et du Sahel. Elle parle couramment anglais, arabe et français. Elle est titulaire d'une maîtrise de l'Elliott School de l'Université George Washington. Avant de passer la parole à Intisar et de m'éclipser, je voudrais saluer la présence sur notre tribune aujourd'hui de Zaidi Kaba, qui est le lauréat 2022 de la catégorie Media Leadership des Rebranding Africa Awards. C'est un prix qui lui a été accordé en raison de ses connaissances et de ses travaux en matière de paix, de sécurité et dans d'autres domaines et couvrant la région du Sahel et du Grand Tchad. Nos félicitations à Zaidi Kaba et c'est un honneur pour nous qu'il ait choisi la tribune du Conseil international du Canada pour une de ses premières présentations après avoir reçu le prix que je viens de mentionner. Without further delay, I will now hand over to our moderator, Intisar Fakir. Intisar, vous avez la parole. Merci, Sheikh. Thank you very much. Thank you and to the Africa Study Group for this fruitful cooperation. This is the second event that we hold together. The last one we did in the spring, it was focused on Libya's role in Sahel security and insecurity, and it can be found on the Archive in Europe website if you'd like to refer to that. And as we look closer at the ties that link Maghreb and Sahel, we will be bringing you more events in collaboration on these connections. So please stay tuned for that. You can follow our mutual websites. And if you have not done so, please be sure to sign up for our newsletters so you can receive notifications for any upcoming events on our end. Today, we are pleased to host a discussion about Mali and Sahel security in the aftermath of French troops' withdrawal. As you all know, French military intervention in Mali
came to an end in August, and with the remaining of French troops withdrawing from the country after 9 years of ongoing engagement. France and its Takuba European allies will continue a joint action against terrorism in the Sahel. France has also said that they will continue support of the UN mission in Mali as well, while at the same time being critical of the Malian military regime, blaming them for the deteriorating relationship. West Africa has, of course, changed in significant ways, not just from the time the French came to Mali, but especially more so recently. Mali has witnessed consecutive coups, so did Burkina Faso. Anti-French sentiment has risen, not just in Mali, and Wagner forces are now present and active in Mali. In the meantime, all of the root causes of extremism, all the political, social, and economic issues that push people towards insurgency and violent extremism remain, including extreme poverty, communal tensions, weak state capacity, and lack of trust between state and citizens. So to help us make sense of all of these developments, the full scope of French engagement, the future of EU efforts to fight terrorism, and to make sense of the new geopolitical realities, we have an excellent panel of speakers for you today. Each one of them will begin with about 15-20 minutes of remarks, and then we will move the discussion on to a Q&A session. The event today will be fully bilingual, so if you need interpretation, be sure to click on the interpretation icon that's at the bottom of your screen. And for our audiences, as you listen to the remarks and would like to submit your own question, please be sure to submit them through the Q&A section. We will take them in the discussion portion of the webinar. With that, I would like to introduce our panelists in the order that they will speak. So first up is going to be Dr. Sadiq Abba. Dr. Abba has been the central editor of the Pan-African weekly Jeune Afrique and head of the Paris bureau of the Pan-African news agency Panapresse. He is the 2022 winner of the Media Leadership category of the Rebranding Africa Award, as my colleague Sheikh just mentioned. Dr. Abba is a columnist and reporter for Le Monde Afrique. He regularly comments on African developments on several international media, including TV5 Monde, France 24, BBC, and Voice of America. Sadiq also works on peace and security issues in the Sahel and the Lake Chad Basin. He is the author of recent books, including Mali Sahel, Notre Afghanistan à nous, Mali Sahel, our very own Afghanistan, Journey to the Heart of Boko Haram, Investigation on Jihad in Sub-Saharan Africa, and To Understand Boko Haram, a book that has been revised and expanded in September 2021. Mr. Abba holds a PhD in Information and Communication Science from the University of Valenciennes, France. Our second speaker is Hicham Ben Yaish, the editor-in-chief of New African and Africa Business. During his career, he has worked in collaboration with several major media, including Radio France Internationale, France 3, the magazine La Vie, and the magazine Méditerranée. He was also a researcher at the Institute of International and Strategic Relations as an expert in geopolitics. New African and Africa Business belong to the IC Publication Press Group based in London and Paris, which publishes 8 magazines in French and English. And finally, I'd like to introduce and welcome our last speaker, Ms. Alexis Ariaf. Ms. Ariaf is a specialist in African affairs at the Congressional Research Service, where she supports members of Congress and their staff with independent, nonpartisan policy analysis regarding North, West, and Central Africa. During her 14 years at CRS, Alexis completed details at the State Department in 2015, Defense Department in 2010, and served as an international election observer in Tunisia and Guinea.
She was a Fulbright Scholar in Guinea in 2008 and 2009. Alexis previously worked as a researcher on Africa for the Committee to Protect Journalists and as a research fellow in the International Crisis Group's West Africa field office in Dakar, Senegal, and as a contributing writer for Freedom House. She holds an MA International Relations from Yale University. Welcome to you, Alexis, and to all of our speakers. And Sadiq, I'd like to go ahead and start with you for your comments, please. Un grand merci, chère madame, pour cette introduction très chaleureuse. J'ai le plaisir de participer pour la 3e fois à un webinaire organisé par le Conseil international du Canada. Ça veut dire que je suis presque devenu un abonné de différents webinaires puisque c'est la 3e fois que je participe et c'est toujours un plaisir. Je profite de cette occasion pour remercier le Conseil international du Canada et remercier particulièrement le Cheikh Bangoura et son équipe pour cette initiative parce qu'elle permet de maintenir le Sahel sur l'agenda international. Dans le contexte d'aujourd'hui marqué par la guerre en Ukraine, il y a un risque que le Sahel soit évacué de l'agenda international et une initiative comme celle-là permet de maintenir le Sahel dans l'agenda international. Donc ça, c'est du hors-texte. Une fois que j'ai dit ça, je vais venir au thème de mon exposé puisqu'il m'a été demandé de parler du retrait des forces françaises du Mali et ses conséquences pour le Sahel. Alors, quand on veut aborder le retrait des forces françaises du Mali, ça revient à expliquer comment une opération militaire qui a été accueillie en janvier 2013 avec des you-you, avec des tam-tams, avec la musique, avec des chants, s'est achevée le 15 août 2022 sans fanfare ni trompette, parce que le dernier soldat français qui a franchi la frontière entre le Mali et le Niger est parti presque incognito. Personne n'a vu, il n'y a eu aucune célébration. Comment donc on a pu passer d'une situation où il y avait la musique, il y avait la fête, où le président Hollande avait même dit « J'ai vécu à Tombouctou le plus grand jour, le jour le plus heureux de ma vie politique ». Et que 9 ans après, ça se termine comme ça de façon désordonnée, presque de façon chaotique comme le retrait des forces américaines en Afghanistan. Comment en est-on arrivé là? Alors, pour moi, lorsqu'on parle de l'intervention militaire française, il faut distinguer 2 moments importants. Le premier moment, c'est l'intervention Serval de janvier 2013. Vous savez, lorsque la colonne de djihadistes est partie du nord Mali qu'elle occupe depuis longtemps pour descendre dans le sud, peut-être même vers Bamako, à partir de Konan, au centre du Mali, les autorités de transition à l'époque, avec le président Diankounda Traoré, avaient fait appel à la France pour intervenir. Et la France a engagé l'opération Serval. Cette opération Serval, de mon point de vue, et ça reste discutable, s'est passée à peu près correctement. Parce que la mission de Serval était d'empêcher la progression de la colonne djihadiste sur le sud et de libérer les grandes villes du Mali de l'occupation djihadiste qui avait commencé en 2012. Et l'armée française, aidée par les armées africaines, particulièrement par l'armée tchadienne, a stoppé la colonne djihadiste à Kona, ensuite a libéré Tombouctou, Gao, Kidal, etc. de l'occupation djihadiste. Avec l'aide des Tchadiens, bien sûr, les Français n'étaient pas sûrs. À partir de là, en 2014, et c'est important la question de la date, de janvier 2013 à 2014, c'était Serval. À partir de 2014, la France a décidé de transformer Serval en Barkhane. Ce n'est pas simplement un changement de nom. Il y a aussi un changement de mandat. Le mandat de Barkhane, à la différence de Serval, n'était plus de libérer le Mali, mais de lutter contre le terrorisme sur l'ensemble des 5 pays du Sahel. Attention, l'ensemble des 5 pays du Sahel, c'est-à-dire de la Mauritanie au Tchad, en passant par le Burkina Faso, le Mali, le Niger, et là, donc vous avez le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ça fait 5 pays. Et la lutte contre le terrorisme de Barkhane devait se faire sur un territoire vaste de 2,5 millions de kilomètres carrés à peu près, c'est-à-dire 5 fois le territoire français. Et pour cette opération,
les Français avaient que 4600 soldats sur le terrain. À titre de comparaison, pour occuper l'Afghanistan et lutter contre le terrorisme, la force internationale menée par les États-Unis, IFAD, avait 140 000 soldats. Vous comprenez? Le territoire afghan ne dépasse pas le territoire du Niger. Ça ne vaut même pas le Niger. Mais la France avait pour ambition de lutter contre le terrorisme avec 4500 hommes sur un territoire 5 fois plus vaste. Pour moi, sur un plan de la stratégie militaire, le malentendu a commencé à ce moment précis. Et d'ailleurs, le général Didier Castres, un général français qui était le cerveau de l'opération Serval, a dit « Je ne voulais pas que Serval, en changeant le nom Serval et Barkhane, qu'on garde le même nom parce qu'on perdrait les résultats de Serval en mettant Serval dans Barkhane. » Donc, il s'est opposé à ce qu'on garde le même nom et c'est lui et d'autres officiers qui ont obtenu qu'on passe de Serval à Barkhane pour distinguer les deux opérations. Donc, et comme on peut se douter, le pari étant risqué, 9 ans après, l'opération militaire française au Mali s'est achevée sur un demi-succès ou sur un échec. À Paris, on parle de demi-succès pour ne pas dire échec. Mais moi, je pense que ça s'est achevé presque par un échec. Et pourquoi l'opération française Barkhane a échoué? Moi, je vois deux raisons. Dans la discussion, nous pouvons partir sur d'autres aspects. La première raison, c'est que depuis 2013, depuis 2014, le début de Serval jusqu'à aujourd'hui, on a considéré que la situation sécuritaire au Sahel était une question militaire et sécuritaire, qu'il suffisait des moyens militaires pour écraser le terrorisme au Sahel. Donc, à partir de ce postulat, tous les autres aspects, la question du développement, la question de la pauvreté, la question du changement climatique, la question de l'injustice, tous ces aspects ont été mis de côté. D'ailleurs, chaque fois qu'on a voulu changer le rapport de force sur le terrain, on a convoqué davantage de moyens militaires. Si vous vous souvenez, en janvier 2020, lorsque le président Macron s'est réuni à Pau, dans le sud-ouest de la France, avec ses homologues des 5 pays du G5 Sahel, ils ont constaté qu'au niveau de la zone des 3 frontières, le rapport de force était en faveur des djihadistes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on envoie davantage de soldats. La France a envoyé 600 soldats supplémentaires dans la zone des 3 frontières. Les pays aujourd'hui, dès qu'il y a un rapport de force qui ne leur est pas favorable, ils pensent à acheter des drones à la Turquie, ils pensent à acheter de nouveaux blindés, ils pensent à augmenter le nombre de leurs soldats. Ils ne considèrent pas les autres aspects. La question de la pauvreté des citoyens qui permet de recruter des jeunes pour 50 $ ou 100 €, la question du développement, la question de la justice, tout ça est presque évacué. Et cette option du tout sécuritaire et militaire a conduit à cette impasse d'aujourd'hui. Dans le cas du Mali, il y a eu un autre facteur qui a accéléré la situation d'échec dans laquelle s'est retrouvée la France. C'est ce que certains appellent le deuxième coup d'État, c'est que moi, j'appelle le coup d'État dans le coup d'État. Parce que, comme vous savez, il y a eu le premier coup d'État en août 2020 contre le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et à la suite de ce coup d'État, la CEDEAO et la communauté internationale ont imposé une transition militaro-civile au Mali. C'est-à-dire le vice-président Goïta, le colonel Goïta, Assimi Goïta, auteur du coup d'État, a été désigné vice-président en charge de la sécurité et de la défense. Le poste de président de la transition a été confié au président Bandao. Et le poste de premier ministre a été confié à Mokhtar Wane. Donc, à partir du deuxième coup d'État, le coup d'État dans le coup d'État, en mai, les relations entre la France et le Mali se sont gâtées. La France est montée en première ligne pour exiger plus de démocratie, et il y a eu une situation d'incompréhension entre la France et le Mali, ça ne s'est pas amélioré. Jusqu'au mois de juin 2022, où le président Macron a annoncé à Paris que la France a décidé de mettre fin à l'opération Barkhane. Et les Maliens ont estimé que, le premier ministre malien, Choguel Maïga, a estimé en septembre 2021 à la tribune des Nations Unies que le départ, la décision de la France de supprimer Barkhane et de changer Barkhane était une décision unilatérale. Elle n'a pas fait l'objet de consultation. Et à partir de là,
le Premier ministre a annoncé à New York, à la tribune des Nations Unies, que la France a abandonné le Mali en plein vol, que c'était un acte de trahison, et ils vont se tourner vers d'autres partenaires. Et le Mali a fait l'option de la Russie, a fait l'option de Wagner, et les relations entre la France et le Mali ne se sont plus jamais arrangées. Jusqu'au mois de décembre 2021, pour la première fois dans l'histoire du Mali, et peut-être même dans l'histoire du précaré, le Mali a expulsé l'ambassadeur de France, lui a donné 72 heures pour quitter le territoire français. Et les relations entre les deux pays ne se sont pas améliorées, elles se sont dégradées. Et en février 2022, en marge du sommet Union européenne, Union africaine, le président Macron a estimé que la France ne peut plus travailler avec le Mali, qu'elle a décidé de partir du Mali. Sous 6 mois, la France allait quitter le Mali. Donc, les militaires français ont commencé le calendrier de retrait. Pendant 6 mois, ils se sont retirés. Et le 15 août, comme j'ai dit en introduction, le 15 août 2021, le dernier soldat français a franchi la frontière entre le Niger et le Mali, comme ça, presque incognito. Voilà un peu les deux facteurs qui ont accéléré la situation. Maintenant, puisque nous sommes pris par le temps, les conséquences de ce retrait, dont on pourrait revenir sur dans les détails sur les autres facteurs, j'ai énuméré les principaux facteurs. Les conséquences, d'abord la première conséquence, c'est que quand l'armée française s'est retirée, elle a donné des emprises, toutes les casernes que la France avait, elle les a rétrocédées au Mali, elle a donné à Kidal, à Tombouctou, etc. La première conséquence, c'est que quand les militaires français sont partis, ils ont laissé un vide qui n'a pas été occupé. Le vide a été occupé malgré la présence, l'arrivée de Wagner et l'arrivée de la Russie. Ça n'a pas permis aux forces armées maliennes, les FAMA, d'occuper le territoire qui a été laissé par la France. Et la situation sécuritaire au Mali ne s'est pas améliorée. L'arrivée de l'armée de Wagner avec 1000 hommes n'a pas permis de renverser le rapport de force. Si vous vous souvenez, il n'y a pas longtemps, Kati, qui est la ville garnison où réside le président Goïta, a été attaquée par une opération terroriste. Et au contraire, les terroristes aujourd'hui dans la zone des 3 frontières font la loi. Entre le mois de mars 2022 et aujourd'hui, près de 900 personnes ont été tuées dans la zone des 3 frontières, dans des attaques répétées de l'État islamique au Grand Sahara et dans des combats entre l'État islamique au Grand Sahara et le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans qu'on appelle le djinni. Donc, la situation laissée par l'armée française ne s'est pas améliorée. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que la France a choisi de réarticuler son dispositif et le Niger a pris la place du Mali, est devenu l'épicentre de l'intervention militaire française. C'est aujourd'hui le Niger, c'est à partir du Niger que la France organise son intervention dans tout le Sahel. Deuxième conséquence. Troisième conséquence, je crois que la France a tiré les leçons de ses mauvais résultats, puisque c'est ces mauvais résultats qui ont alimenté le rejet de la France dans les opinions publiques. Et la France a tiré des leçons de ça. Elle a décidé aujourd'hui d'assister les pays africains de la zone en fonction de leurs demandes. C'est-à-dire que, par exemple, le Bénin a dit, nous, on ne veut rien d'autre que la formation et l'équipement. Donc, la France a dit qu'elle va faire comme ça. Le Niger dit que nous voulons votre présence et nous voulons un partenariat de combat. Il y a aujourd'hui, sur la frontière entre le Niger et le Mali, des contingents mixtes mêlés entre les soldats français et maliens qui combattent le terrorisme. Donc, il y a ce changement de paradigme que la France a opéré. Et il y a aussi, à part ce changement de paradigme, aujourd'hui, je pense que l'une des plus grandes conséquences de cette affaire, c'est les mauvaises relations entre le Niger et le Mali qui impactent la lutte contre le terrorisme. Parce que le fait que la France ait joué le Niger contre le Mali, en se repliant au Mali, en tout cas c'est ce que les Maliens ont compris, ça a créé de mauvaises relations. Or, s'il n'y a pas de bonnes relations entre les pays, notamment particulièrement les pays de la zone des 3 frontières, on ne peut pas faire de la coopération transfrontalière. Et elle est indispensable. Il faut que le Niger, le Mali, le Burkina coopèrent. Au-delà de ça, comme on le voit, la menace terroriste
Elle a quitté même la zone de le Sahel aujourd'hui pour arriver au Bénin, pour arriver au Togo, pour arriver en Côte d'Ivoire. Donc, ça veut dire les pays du Golfe de Guinée. Donc, aujourd'hui, et je veux terminer par ces quelques points de conviction. Moi, je suis convaincu qu'il n'est pas possible de lutter contre le terrorisme au Sahel, de gagner la lutte contre le terrorisme sans le Mali. Il faut qu'on trouve, c'est absolument condamnable que le Mali ait fait recours à une société privée de sécurité, en l'occurrence Wagner, parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que Wagner n'a rien rapporté au Mali. Et Wagner n'a pas permis d'améliorer la sécurité au Mali. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui sont spécialistes des questions de sécurité, ils ne sont pas surpris que Wagner n'ait rien amené. Wagner, c'est 1000 personnes. Ce dont le Mali avait le plus besoin, c'était des hélicoptères de combat, c'était des trucs que Wagner ne pouvait pas apporter. Donc, c'était totalement illusoire de penser que Wagner pouvait changer la donne, Wagner pouvait faire mieux que Barkhane. Mais, à mon avis, on commettrait une erreur en pensant qu'on peut lutter contre le terrorisme au Sahel sans le Mali. Il faut absolument que le Mali soit impliqué. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Les terroristes vont utiliser le Mali comme base arrière. Ils vont attaquer le Niger, ils vont revenir au Niger. S'il n'y a pas de coopération, on ne pourra pas venir les chasser. Ils vont attaquer le Burkina, ils vont revenir au Mali. S'il n'y a pas de coopération, on ne pourra pas les chasser. Donc, il faut absolument que nous plaidions en faveur de trouver l'ingénierie qu'il faut pour que le Mali soit associé, parce que le Mali fait partie de la solution. Le Mali était le problème puisque c'est de là-bas que c'est né, mais le Mali fait partie de la solution. Il faut trouver le moyen de continuer à travailler avec le Mali, peut-être en revitalisant le G5. En tout cas, il faut trouver une formule. Moi, je n'ai pas la solution, mais c'est ma conviction. Le deuxième point, c'est que moi, je pense que la solution à la crise au Sahel, elle ne peut être que régionale. Aucun pays pris isolement ne peut résoudre la question. Ni le Mali, ni le Burkina, ni le Niger, ni même les autres. Donc, il faut que la réponse soit transnationale, il faut qu'elle soit régionale. Au-delà même du Sahel, il faut aujourd'hui, comme la menace est devenue régionale, elle dépasse le Sahel, elle englobe le globe de Guinée, il faut une coopération entre les pays du Sahel et les pays de l'initiative d'Accra, qui a été créée en 2017, qui comprend le Burkina Faso, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Ghana. Donc, il faut que ces pays-là travaillent avec les pays du G5 Sahel, puisque ensemble, on puisse mutualiser les choses, qu'on puisse combattre la question du terrorisme. Enfin, si on veut avoir des résultats, il faut sortir du tout sécuritaire et militaire. Il faut considérer, il faut une solution globale qui tienne compte de la question du développement, la question du changement climatique, la question de l'injustice, la question de la cohésion sociale. Il nous faut une solution holistique contre l'insécurité au Sahel. Sinon, on n'aura pas de solution. 9 ans après, dans 9 ans encore, on pourrait se retrouver à faire un constat d'échec si on ne change pas le paradigme actuel qui consiste à considérer qu'on peut régler la question du terrorisme par la force, par l'achat de drones ou par l'utilisation d'autres moyens militaires. Je vous remercie. Voilà ce que je voulais dire en introduction et j'attends que nous ayons l'occasion de discuter sur le point que j'ai soulevé. Madame la modératrice, je vous remets la parole Merci. que vous avez aimablement laissée. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abba, pour ce traitement, cet exposé bien détaillé et bien riche. À vous, Hicham. En réalité, Sédic a excellemment dressé le tableau. Il a abordé tous les aspects. Évidemment, le Mali, c'est le pivot au Sahel, le pays pivot, avec plusieurs pays, mais les effets en cascade sont considérables sur la région et peut-être demain au-delà. On voit que l'objectif aujourd'hui, dans ce chaos qui est en train de s'organiser, si je puis dire, par la terreur, par cet effet de dévastation mené par les groupes terroristes, l'objectif aujourd'hui est de pouvoir aller au-delà, c'est-à-dire aller vers le golfe de Guinée, parce que la jonction, parce que les réseaux sont multiples. Il y a d'abord les djihadistes qui sont à l'heure, mais les narcotrafiquants, il y a toutes sortes d'intérêts derrière qui ont tout intérêt à prospérer autour de cette crise. Et je pense, une question qui a été évoquée en filigrane par Sédic, c'est l'appropriation de la sécurité par les Africains eux-mêmes pour traiter cette question. C'est une question centrale. Je crois qu'on ne mesure pas
la gravité de la situation, parce que non seulement il y a une antagonisation des communautés au Mali, on le voit au Burkina et ailleurs, et au Niger, et le vivre ensemble qui est la base de cette Afrique heureuse, l'Afrique fraternelle, et ce n'est pas des mots, c'est à l'intérieur même d'une famille, on trouve des musulmans, des chrétiens, des animistes, ça montre cette richesse exceptionnelle et elle est aujourd'hui en train de disparaître petit à petit. Je crois que la lenteur avec laquelle on regarde le Sahel est vraiment un élément surprenant parce qu'il y a une course de vitesse aujourd'hui. On voit cette volonté d'accélérer le chaos par les groupes islamistes et djihadistes parce qu'ils voient les faiblesses. Et d'ailleurs, il y a un livre qui vient récemment de sortir, mais qui résume dans son titre l'esprit de ces États. Les États, c'est Thierry Vircoulon qui a écrit « État fragile, aplati, failli ». C'est l'état de faiblesse de ces pays montre aujourd'hui cet échec considérable dans la manière de gérer les pays, les coups d'État qui s'opèrent en Afrique, c'est aussi une réaction à cette faillite. En fait, on recherche des solutions dans cette vision militaire pour pouvoir remettre les pays d'aplomb. Moi, je pense que, on le voit, l'objectif et d'amplifier la crise. Et surtout, moi, le plus grave, c'est que l'Afrique, parce qu'au-delà du Sahel, il y a une dimension qui intéresse le monde entier, c'est que l'Afrique, c'est la dernière frontière en termes de levier économique. Et quand on voit que les 1,3 milliard d'Africains et qui entrent de plus en plus dans cette classe moyenne, et c'est une cible pour aussi la dimension commerciale et autres. Et donc un enjeu économique considérable. Et je pense que ce qu'on voit, la Russie, les pays, des pays émergents qui commencent à s'intéresser à l'Afrique et mener une politique à l'égard de ce continent, ça montre l'intérêt qu'ils portent à ce continent. Sauf qu'aujourd'hui, la déstabilisation par le terrorisme, parce qu'il y a un effet dont personne ne peut mesurer ses conséquences réellement, c'est-à-dire que l'Afrique, aujourd'hui, elle est encore sautée par une démographie immaîtrisable, avec des besoins énormes d'emploi, de formation, d'éducation. Et l'Afrique aujourd'hui est dans l'incapacité de pouvoir répondre à sa jeunesse pour pouvoir satisfaire leurs besoins. Et je pense que la crise, elle est systémique. Cédric l'a dit, c'est-à-dire que dans cet environnement en crise, où l'approche sécuritaire et militaire a été une erreur fondamentale. Et moi, j'étais à l'origine d'un dossier en 2013 sur ce qu'on appelle la diplomatie militaire de la France dans la région. La France, en réalité, s'est cru pouvoir mener cette stratégie en totale autarcie, mais c'est une erreur qui a aggravé, et on le voit, l'échec de sa politique. Il ne faut pas l'accabler, il n'y a pas uniquement la France qui est responsable de cela. Je pense que les pays africains sont responsables de ce qui se passe sur ce continent. Ils ont délégué la sécurité et ces questions-là à un pays qui a certes les moyens, mais je pense que le nœud et le cœur du problème, c'est de former les militaires, de former une élite capable de pouvoir prendre le relais. Et je pense que ce à quoi on assiste sur ce retour en termes de formation, encadrer les militaires de chaque pays et leur apporter assistance, on aurait commencé par cette case-là, parce que ça aurait évité ces 10 années d'erreurs et d'hésitation, et surtout d'aller dans une mauvaise direction. Je pense que, évidemment, les pays africains aujourd'hui, et j'ai posé d'ailleurs la question à un ancien ambassadeur sénégalais à Addis Abeba,
les Africains évitent les questions sensibles. Ils sont tellement encorsetés et dont la difficulté de répondre aux défis africains, c'est qu'aujourd'hui, on assiste à cette difficulté de trouver une réponse collective continentale à cette crise majeure. Je pense que le temps aujourd'hui doit nous inciter non pas à antagoniser les uns et les autres, mais de chercher une voie capable de pouvoir limiter les dégâts, parce que le terrorisme, les terroristes sont en train, et surtout les mouvements djihadistes sont en train de changer l'ordre de la gouvernance, notamment avec l'absence d'État. Ils s'appuient sur les chefferies traditionnelles et toutes les structures qui étaient frustrées à l'époque où la crise n'était pas aussi présente. Et donc, il y a une réhabilitation de certaines structures traditionnelles qui, en réalité, confirment cette absence d'État dans cette région. Et je pense que la seule solution est de pouvoir associer tous les acteurs, et les pays qui ont de l'expertise militaire et autres, pour pouvoir trouver la voie de sortie et surtout limiter les dégâts, parce que le feu est à l'intérieur de la maison. Merci, Hicham. Alexis, I will go ahead and pass it over to you for a perspective, for more of a US perspective on these developments. Great, thank you. Before I begin, first of all, thank you to the organizers. This is a really interesting discussion and very timely. As noted in my bio, I'm a regional policy analyst with the Congressional Research Service in Washington, D.C. And I have to say up front that CRS works solely for the US Congress and does not take a position on any particular policy option or legislation or US action. Now, with that out of the way, I'm going to speak today about some of the implications of France's withdrawal from Mali for US policymakers. So successive US administrations have signaled a range of US interests in the Sahel, including national security concerns, development partnerships, and humanitarian commitments. Still, the Sahel has never been a top focus of US foreign policy in Africa, let alone globally. US officials generally emphasize that the United States seeks to play a support role vis-a-vis partners, i.e. African governments, along with France and the European Union, who are leading the response to security threats in the region and other challenges. Still, while the Biden administration has not appointed a new senior diplomatic envoy for the Sahel, as the Trump administration did, officials have signaled an intent to increase some areas of US engagement. For example, by pledging to reinforce US support for European counterterrorism efforts in the Sahel as of late last year, so prior to the French withdrawal from Mali, at a time when France was talking more about reconfiguring its regional military presence than sort of the drastic and rapid withdrawal that we saw earlier this year. Officials also approved a new interagency Sahel strategy in March 2022, which is referenced in budget documents, but has not been made public. And the United States in April joined the Sahel Alliance, the international cooperation platform created in 2017, having previously served only as an observer in this organization. And finally, the administration has identified coastal West Africa as a focus of emerging efforts to strengthen so-called fragile states that are facing Islamist insurgent incursions from the Sahel, along with internal governance challenges. Yet, amid these indications of increased US interest, interrelated developments in the Sahel over the past 2 years have left US policymakers with, on the one hand, an expanding list of concerns, while on the other hand, a constrained set of available tools to respond. And this is creating real policy dilemmas for US officials. So I'll take a brief look at several of these US tools that have formed kind of the centerpieces of US engagement in the Sahel over the last decade, let's say. So first, US military, logistical, and intelligence support
to Barkhane and to French-led counterterrorism operations in the Sahel more broadly, has been a cornerstone of US security policy in the Sahel since France's 2013 intervention in Mali. The French withdrawal from Mali this year, the end or drastic change to Task Force Takuba, there's sort of conflicting messages from Paris about whether Task Force Takuba may exist in the future or something like it. The French-led European, which was the French-led European Union Special Forces mission to advise and accompany Malian troops on the ground, and related uncertainty over the future of French and European activities in the region appears set to significantly reduce the scope of these operations. In any case, notwithstanding joint US-French successes in targeting Islamist insurgent leaders of the last 9 years, the extent to which these military operations actually helped stave off worse security outcomes in the region remains very much debated, as my fellow panelists have mentioned. Evidently, these operations did not succeed in their stated objective, which were to degrade the insurgent threat in the Sahel and ensure that regional militaries were sufficiently capable of handling it themselves. Second, for the past 2 decades, the US government has provided military training and equipment to Sahel countries to build their capacity to confront terrorist threats and other transnational security concerns. This assistance grew rapidly in the mid-2010s in response to the situation in Mali and the situation in the Lake Chad Basin. And it has fallen slightly since then, but still remains high, arguably by historic standards. Yet military coups in Mali, Burkina Faso, Chad, and nearby Guinea have disrupted US security cooperation with these countries due to legal restrictions, policy concerns, or a combination of both. In any case, the Malian junta does not appear inclined to bolster its security partnership with the United States or other traditional donors, as other panelists have mentioned. The pattern of coups has also fueled larger concerns about the effectiveness and potential unintended consequences of US military aid to countries with a history of internal conflict, intra-military tension, military interference in politics, and security force abuses of civilians. Third, the entry of Russia's Wagner Group in Mali has complicated US and other donor engagement with the Malian government, while presenting a new set of policy concerns around strategic competition, disinformation, and related issues. Among other things, Wagner's emerging role in joint counterterrorism operations with Malian soldiers has allegedly resulted in mass atrocities against civilians, while also challenging the scope and effectiveness of the UN peacekeeping operation in Mali, known as MINUSMA. The Malian government has restricted MINUSMA flights, access to parts of the country on the ground, and troop rotation, which calls into question the mission's future. Meanwhile, street protests in Bamako have increasingly featured anti-MINUSMA rhetoric alongside anti-France slogans. The junta's relationship with Wagner has both exemplified and entrenched Mali's growing isolation from the region, as well as from traditional Western partners, as the junta has picked fights with ECOWAS and neighboring Niger, as Vedic mentioned, over the electoral timetable and decision to contract with a Russian private security company. Fourth, the regional security architecture in the Sahel, while never fully functional, is increasingly fractured. Mali's withdrawal from the G5 Sahel in May both compounds its regional isolation and further cripples a regional security initiative that the United States and other donors had sought to support. Leaders in the region have sought new security cooperation arrangements that could succeed or replace or expand the G5, but these remain notional at best. And past pledges by ECOWAS leaders to bolster regional involvement and financial support for counterterrorism in the Sahel remain largely unfulfilled for several years now. And thus, any new initiative, I think, provides grounds for skepticism. The UN Secretary General has openly proposed replacing MINUSMA in the future with some African Union-led force. This proposal in some form has been around for at least 7 years. But prospects for such a force to materialize and to overcome the problems facing the G5 are uncertain. To date, US officials have generally opposed proposals to finance either an AU force or
to finance a UN logistical support operation to an outside force using assessed UN contributions. These options would incur US financial obligations and could involve support to regional militaries involved in coups or implicated in human rights abuses. So what is the outlook for US engagement? I would predict that the US government is likely to continue to use some of the existing policy tools to the extent that they're still available. So for example, security cooperation with Niger, which at the moment presents fewer legal and policy concerns for US policymakers, as well as US support for French operations, whatever shape they might take in the future, alongside continued US foreign assistance to support governance, health, food security, and humanitarian objectives, which as a whole presents a much larger US financial commitment in the Sahel than military aid or security cooperation, for what it's worth. In recent years, Congress has sought to strengthen its oversight of US policy and aid programs in the Sahel, including through a Senate hearing that was held this July, and through enactment of new legislation this year that increases the amount of detailed information that the State Department must provide to Congress regarding security assistance for Sahel government. Annual foreign assistance appropriations and defense authorization measures, which are anticipated later this year, present additional opportunities for Congress to shape US policy and engagement. But at this juncture, I would say that many issues for US policy appear to remain unresolved and contingent on the decisions of governments in the region and external partners, notably France and other European players. And with that, I look forward to the questions and answer portion of this engagement. Thank you very much, Alexis. Just a quick reminder to our audience that if you'd like to submit any questions, please do so through the Q&A function. And I would like to start with a couple of questions that I have just listening to each one of you. I want to pick up on something that you mentioned, Alexis, on the G5 Sahel, with a question for you, Sadiq. You know, we heard from Alexis the perspective of the US on the future of the G5 Sahel force, but maybe could you sort of explain, can you give us a sense of what is the status of the G5 Sahel currently following Mali's withdrawal, and what is sort of its future, and can you a little bit extrapolate from that experience onto the future of regional security cooperation? Juste pour clarifier, peut-être en français, comme ça vous pouvez répondre peut-être plus facilement. Ma question, c'est à propos du statut des forces G5 Sahel suite au retrait du Mali en juin. Que pensez-vous que sera l'avenir de la force Sahel? Et peut-être, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer un peu les implications pour la coopération régionale en matière de sécurité? Alors cette question, c'est pour vous. Et peut-être aussi, si vous pouvez partager votre opinion, votre lecture sur le futur de la MINUSMA, aussi comme a dit Alexis. Et Hicham, j'aimerais revenir sur quelque chose que vous avez discuté un peu. Sadiq a mentionné quelques leçons qu'a pris la France suite à 9 ans d'engagement au Mali. Et je me demande pour vous, est-ce que vous avez constaté peut-être un changement d'attitude? Bien sûr, Macron a déclaré qu'il refuse de voir l'intervention au Mali comme un échec, mais pensez-vous que finalement la France a appris quelque chose de cette expérience qui peut faire en sorte que le futur engagement au Sahel soit plus amélioré? Donc je peux commencer par vous, Sadiq, après on peut entendre la réponse de Hicham. Alors, la question sur le G5 Sahel est une question intéressante parce qu'il faut peut-être expliquer ce qui s'est passé. En réalité, le G5 Sahel a tenu son 7e sommet en N'Djamena en février 2021. Et lorsque le G5 Sahel s'est réuni en N'Djamena,
en février 2021, il était entendu que le sommet suivant, celui de 2022, allait se tenir à Bamako, au Mali. Alors, entre février 2021 et janvier 2022, il s'est passé le coup d'État dans le coup d'État. Assimi Goïta a pris le pouvoir. Et les relations entre la France et le Mali se sont complètement dégradées. Et les 5 pays membres du G5 Sahel ont refusé de se retrouver au Mali, à Bamako. Et le Mali a estimé que c'est la France qui a dit au pays de ne pas aller à Bamako. Donc, comme les gens ne sont... Parce que la tradition fait que chaque fois qu'on se réunit, que les chefs d'État ont un sommet dans un pays, le pays hôte devient automatiquement président du G5 Sahel. Ça veut dire que si on avait fait le sommet normalement en février 2022 à Bamako, Assimi Goïta allait devenir président du G5 Sahel. Et cette hypothèse, n'ayant pas été partagée par la France et par d'autres pays, en tout cas, le sommet ne s'est pas tenu. Et les Maliens ont estimé que, puisque les gens ne veulent pas venir à Bamako tenir le sommet, nous, on se retire du G5 Sahel. Voilà la raison que les Maliens ont avancé pour se retirer. Maintenant, la conséquence de cette raison, c'est que les Maliens, parce que le quartier général, paradoxalement, du G5 Sahel était installé au Mali, de la force conjointe du G5 Sahel. Puisque la force conjointe, vous savez, c'est 1000 personnes par pays et ça fait 5000 hommes, la force conjointe du G5 Sahel. Et la force est répartie en 3 fuseaux. Il y a le fuseau ouest qui concerne le Mali et la Mauritanie. Il y a le fuseau centre qui concerne le Niger, le Burkina et le Mali. Et il y a le fuseau est qui concerne le Niger et le Tchad. Donc, comme les Maliens qui abritent la force ont décidé de se retirer, et de se retirer du G5, ils ont retiré leurs forces, ça a perturbé complètement la coopération entre les pays. Parce que le G5, quoi qu'on dise, a fait que les pays sont d'accord pour qu'il ait un droit de poursuite automatique. C'est-à-dire, quand le Niger est attaqué par quand les terroristes attaquent le Niger et se replient au Burkina, le Niger peut rentrer sur 50 km à l'intérieur du Burkina sans autorisation préalable. Ça, c'est un accord qui a été signé au titre du G5 Sahel. Le G5 Sahel aussi a permis qu'on crée une école d'état-major qui est basée à Nouakchott, qui permet de former des officiers de ces 5 pays-là. Donc, il y a eu quelques acquis qui ont été obtenus par le G5. C'est quelque chose qu'on aurait pu garder, qu'on aurait pu améliorer. Aujourd'hui, la disparition du G5 a considérablement affecté les relations. On se retrouve dans une situation où le Niger et le Burkina travaillent ensemble. Le Mali et le Burkina travaillent ensemble. Le Niger et le Mali ne travaillent pas ensemble. Or, pour que ça soit efficace, c'est des vases communicants. Pour que ça soit efficace, il faut que tous les pays puissent travailler ensemble et il faut qu'on puisse trouver les moyens, à mon avis personnellement, le G5, même s'il n'est pas excellent et utile. Parce que la philosophie du G5, c'est qu'on mette ensemble les moyens, qu'on puisse partager les renseignements. Les terroristes passent du Mali au Niger, passent du Niger au Mali. Si on ne partage pas les renseignements, si on ne travaille pas ensemble, ça ne peut pas être efficace. Et c'est ça la philosophie du G5. Voilà où se trouve le G5. Et dans les pays membres du G5, la Mauritanie veut le maintien du G5. Ils ont envoyé quelqu'un pour parler à Goïta. Le Tchad veut le G5. Ils ont envoyé quelqu'un pour parler à Goïta. Le Burkina Faso veut le G5. Ils ont envoyé quelqu'un. Je pense que même le Niger a déclaré qu'il était... Donc, il n'y a que le Mali et le Mali dit que puisqu'on n'a pas fait le sommet chez nous, nous, on n'est pas d'accord. Peut-être qu'il faut reprendre les discussions pour trouver... Parce que le G5 était devenu l'interface. Au lieu d'aller discuter chaque pays avec l'Union européenne, c'est le G5 qui permettait de discuter avec l'Union européenne. Il y a eu des réunions entre les pays du G5 à Bruxelles. Il y a eu des pays entre les pays du G5 et d'autres partenaires. Le G5 était devenu l'interface. Ça permet de négocier directement avec les 5 pays en même temps. Et la France, par exemple, travaillait avec le secrétariat du G5 qui est basé à Nouakchott, qui fournit des choses. Donc, le G5 a, pour moi en tout cas, son utilité. Ce n'est pas un outil exceptionnel, on peut améliorer, mais c'était utile que les pays puissent travailler ensemble. Voilà sur la question du 5. Sur la question de la MINUSMA, il y a aujourd'hui une revendication au Mali qui dit qu'il faut que la MINUSMA quitte. Moi, je pense que la MINUSMA, le Mali a besoin de la MINUSMA. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, le Mali
n'est pas en capacité à lui tout seul de faire face au groupe djihadiste. Malgré la présence internationale, malgré la présence de la MINUSMA, les djihadistes occupent des territoires entiers. Vous avez entendu parler de Bounti. Ils ont bloqué pendant 4 mois la ville de Bounti. C'est maintenant seulement que les gens ont pu négocier pour approvisionner la population. Il y a eu des négociations. Donc, le Mali, à lui tout seul, il ne faut pas écouter la rue. On ne dirige pas un pays avec seulement ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, ce que dit la rue. Si on enlève je vous jure, si on enlève la MINUSMA, le Mali peut s'effondrer en une semaine. Parce qu'il n'a pas les capacités à lui tout seul de faire. Est-ce que la MINUSMA n'est pas critiquable? Oui, il y a des insuffisances de la MINUSMA. La MINUSMA a beaucoup de force, elle peut améliorer son travail, elle peut protéger, mais la MINUSMA est quelque chose qui est utile dans la situation du Mali aujourd'hui. Beaucoup de gens disent qu'il faut qu'elle parte demain, il faut qu'elle fasse des manifestations. Je crois que ces gens, c'est plutôt du populisme qu'ils font, mais dans la réalité, le Mali a encore besoin de la MINUSMA. Voilà sur les 2 questions, ma première réaction. Je ne sais pas si elles sont satisfaisantes, mais en tout cas, je suis à votre disposition pour ajouter d'autres éléments. Merci. Hicham? Votre question est vraiment pertinente. Moi, je pense que la France, on n'a pas idée de… Moi, je l'ai vécu à Paris. L'affaire malienne a été un électrochoc pour la France. Ça a été un coup sur la tête absolument terrible. Et d'ailleurs, si vous vous rappelez des circonstances pendant cette phase-là, parce qu'il y a eu ce désamour, ce rejet de la France profond dans les pays du Sahel, mais la France, pour pouvoir un peu déjouer ce coup, parce que c'est vraiment un coup sur la tête, elle a, et on l'a vu notamment dans le sommet France-Afrique, comment elle a rhabillé sa politique dans une stratégie Europe-France-Afrique pour atténuer ce face-à-face avec notamment dans l'affaire malienne. Donc la France est effectivement en train de revoir sa politique. C'est très très long parce que les inerties et le mode de fonctionnement, il y a des habitudes, il y a des chapelles, et donc ça va prendre du temps. Macron a donné le cap, et on le voit à l'Élysée à travers notamment le sommet de Montpellier, c'est-à-dire qu'il a voulu changer de paradigme, s'approcher des opinions, revoir la politique, ne plus dialoguer qu'avec les chefs d'État, c'est-à-dire que pour montrer que la France prend compte de cette réalité-là, et elle avance à tâtons, là, particulièrement. En tout cas, cette affaire malienne n'est pas terminée, on voit les conséquences, et surtout, à mon avis, ce qui va compliquer la situation, c'est que les intervenants extérieurs vont pouvoir produire des tiraillements en Afrique. La Russie, on l'a dit, il y a la Turquie, il y a d'autres pays comme l'Inde, mais pour des raisons plutôt économiques. Et je pense que les prochains mois, on va voir encore… parce que ce qu'on oublie de dire, c'est que la France est une puissance africaine. Qu'on le veuille ou non, hein, il y a des liens extrêmement forts entre le continent et notamment la partie francophone et la France, et vous ne pourrez pas effacer ça. Je vais vous dire, les Maliens, le pouvoir malien aujourd'hui est en totale distorsion, parce que la communauté malienne, par exemple, vivant en France, elle est extrêmement importante et elle a un poids notamment économique. Et aujourd'hui, on est dans des contradictions très très fortes qui entrent en collision avec des choix politiques qui sont vraiment, qui tournent le dos à la réalité véritable du terrain. Et donc, la France est en train de redéfinir cette vision stratégique africaine. Et elle a aujourd'hui, elle a envie de sortir du tête-à-tête avec les pays, notamment francophones. Elle a inauguré ça depuis quelque temps déjà, à l'époque de Sarkozy un peu, mais beaucoup maintenant avec Macron, notamment à travers ses tournées en Afrique, non francophones, et on voit
cette doctrine en train de s'élaborer chemin faisant, mais c'est très difficile parce que le contexte mondial est compliqué, il faut des moyens considérables et malheureusement, on ne s'attaque pas à la racine des problèmes. C'est-à-dire que le problème, le mal développement de l'Afrique est un problème énorme et qui va rejaillir sur le monde entier parce qu'au fond, quand l'Afrique tousse, c'est le monde entier qui s'enrhume. Et on oublie cette interdépendance, en tout cas entre la réalité aujourd'hui mondiale. C'est-à-dire qu'on est des voisins, qu'on le veuille ou non, et on partage des choses, notamment aujourd'hui, on va vers cette difficulté majeure sur la crise alimentaire et on n'est pas encore sorti de l'auberge parce que la crise Ukraine-Russie, elle est appelée à perdurer et à s'aggraver parce qu'on voit l'enlisement qu'on voit aujourd'hui. Et puis, voilà, donc on va vivre, la France est en train de s'acheminer vers cette réalité nouvelle géopolitique et je pense qu'elle va. Et je pense que les Africains aujourd'hui doivent aider la France à mieux en tout cas, les aider à élaborer cette politique partageuse et une vision notamment sécuritaire et du vivre ensemble. C'est capital. Merci Hichem. J'aimerais continuer un peu sur ce thème d'engagement direct avec les citoyens. Je voudrais revenir, j'avais aussi introduire des questions de notre audience. J'aimerais revenir sur vous, Sédic. Il y a une question qui vient juste de venir, bien d'accord que la situation ne peut être holistique, mais le MINUSMA, le G5 Sahel et autres coopérations ont des programmes d'aide humanitaire et de développement. Le problème n'est-il pas davantage un problème d'absence de l'État? Dans ce même contexte, j'aimerais aussi revenir sur toi, Alexis. Est-ce que tu peux expliquer avec un peu plus de détails les programmes d'aide que conduit les États-Unis, USAID, the programs of USAID, for example? What are some of the challenges that they face in terms of implementation on the ground? And how can sort of African states help support some of those efforts? D'abord, j'aimerais commencer peut-être avec toi, Sédic, et on revient à toi, Alexis. Sédic? Ah, la parole est à moi. Ah, d'accord. Oui, la parole est à vous. J'attendais qu'on me la donne, mais oui, alors, je vous donne la parole. Non, la question est intéressante. La réponse, les questions, le fait de donner de l'aide humanitaire, de distribuer de l'aide humanitaire est une bonne chose, mais ça ne construit pas une réponse holistique. Par exemple, on a assisté au Sahel à une endogénisation du terrorisme. Quand le terrorisme a commencé au Sahel, ceux qui venaient, qui étaient les chefs de Katiba, ceux qui étaient les fantassins, étaient de non-sahéliens. Ils venaient d'autres régions du monde. Mais aujourd'hui, depuis longtemps, les gens qui sont les chefs, les Katiba, c'est Amadou Koufa, qui est malien, c'est Iyad Agali, qui est malien, c'est Moussa Agba, qui est mauritanien. Donc, c'est les gens eux-mêmes du Sahel qui sont devenus. Et ça a pu se faire parce que les groupes terroristes ont trouvé dans la pauvreté une occasion pour pouvoir recruter des jeunes. Il y a des jeunes qui n'ont aucune perspective de travail, qui ont quitté l'école, qui sont revenus. Personnellement, on avait fait un travail sur l'Est, le Sud-Est, et c'est la même chose dans la région, dans le bassin du lac Tchad. On a interrogé environ 150 personnes qui sont d'anciens membres de Boko Haram. Sur les 150 personnes qu'on a interrogées, plus de 130 ont dit que nous, ce n'est pas l'idéologie, ce n'est pas la défense de l'islam, ce n'est pas l'idéologie religieuse, ce n'est pas l'idéologie qui nous intéresse, c'est parce qu'on n'a pas du travail, c'est parce qu'on n'a pas de perspective. Donc, la question du développement, c'est la question de l'emploi de jeunes, c'est la question du développement, c'est la question de la justice, parce que
l'injustice aussi a été utilisée par les groupes terroristes. Quand les éleveurs et les agriculteurs ont des problèmes et qu'on chaque fois on tranche en faveur des agriculteurs, les éleveurs sont tentés de rejoindre le groupe terroriste en disant que c'est là-bas qu'ils vont trouver la justice. Donc, il y a la question, quand on parle de réponse holistique, c'est une réponse qui prenne en compte tous ces composants, pas simplement venir distribuer des vivres aux populations, pas simplement venir distribuer des tentes ou des médicaments, non. La question du développement, la question de la présence de l'État fait partie de la réponse holistique. Il y a des régions entières où les groupes djihadistes, ou parce qu'il n'y a pas d'État, c'est les groupes djihadistes qui viennent prélever l'impôt. Ils viennent dans la zone des 3 frontières, ils viennent dans un village, ils disent aux gens, bon, vous collectez l'impôt la semaine prochaine, on va revenir. Et ils reviennent la semaine prochaine, effectivement, parce que l'État n'est pas là. Ils ont remplacé l'État. Donc, la présence de l'État fait partie de la réponse holistique, fait partie de l'ensemble. C'est pour ça que moi, j'ai dit, il faut une réponse globale. Il ne faut pas, comme on le fait aujourd'hui, penser qu'il faut acheter des drones à la Turquie, il faut acheter des blindés et des MiG à la Russie. C'est peut-être bien, mais ça ne va pas suffire. Si on n'intègre pas toute la question du développement, toute la question de la justice, toute la question de la présence, toute la question de la cohésion dont a parlé Hichem, la question de la cohésion, les Peuls et les Dogons qui s'affrontent, les Peuls et les Touaregs qui s'affrontent, on n'intègre pas tout ça en même temps pour construire une réponse, on risque de passer à côté comme on l'a fait pendant les 9 années précédentes. Voilà ce que je peux répondre à notre participant pour cette question. Thank you. Alexis, do you want to weigh on the question as well? Yeah, I appreciated the framing of the question because I read and hear a lot of commentary about how the US response to the Sahel has been militarized. And I understand the critique, and I think one can always debate the extent to which the US and other external players should emphasize military responses to insecurity versus other engagement. However, as I mentioned, especially if we're talking about Mali specifically, Mali is one of the United States' oldest development partners in Africa. There is a large bilateral US Agency for International Development, USAID bilateral mission in Mali. The US non-military aid budget in Mali has been over $100 million for many years. And it's not just because of the 2020 and 2021 coups that US Malian military cooperation is constrained. There have been policy concerns about the Malian military for a long time. So the United States has not really provided a huge amount of military assistance in Mali. Now, yes, the US supported French-led military operations in Mali over the last 9 years. But if we're talking about US-Mali engagement, I think it's actually hard to argue based on dollar amounts that the US relationship with Mali is militarized or sort of overly focused on military responses. That said, and even if you look at Niger, where we have much more, the US government has much more extensive and robust bilateral security cooperation, the United States is also implementing a Millennium Challenge Corporation development compact with Niger that's worth hundreds of millions of dollars that just focuses on agriculture and livestock herding, two very important issues for Niger. This program is designed around the Nigerian government's priorities for food security and agricultural development. And there too, there's also a USAID mission, and there's pretty extensive, additional development, health, and humanitarian assistance that the United States provides. So I think the question is not how do we rebalance, engagement necessarily. It's why is it that these countries still have such deep and entrenched development and humanitarian challenges, despite such enormous, again, it's not just the United States, the European Union, the World Bank, the African Development Bank, a lot of players, Japan, have development programs in the Sahel. And I think, unfortunately, there's sort of no silver bullet, certainly no silver bullet from the outside that can really fix or address some of the deep-seated issues that Sadik and Hisham have identified. Some of these issues come down to governance and inclusivity, right? So it's not just about poverty per se. A lot of populations in the world are poor. Certainly poverty, may drive insurgency generally or may provide fertile ground for recruitment, but it's not in and of itself an explanatory factor.
So we have to look at how the states in these regions have been constructed, how they approach political participation, how they approach dissent, how they approach service delivery, and external actors like the United States and the European Union and others can maybe move the needle on the margin, but they cannot substitute for these bigger policy and governance decisions that really are made locally. Now there's a do no harm, perspective that says, okay, you can't create good governance, but you can at least avoid entrenching bad governance. And I think that's a real discussion, in terms of donor relations with authoritarian governments, with abusive militaries. But it's not so simple as if only there were more development assistance, then there would be no more insurgency. Yeah, certainly. We have a lot of different questions that have come in, and I'm going to try to kind of group them by theme. And I have a couple of questions here that touch on the question that you brought up, Sadiq, of Mali's, and also you, Alexis, on Mali's sort of kind of alienation at the moment, and sort of, looking a little bit at and isolation, and looking a little bit at how can maybe the African and the international community in overall try to re-engage Mali. So let me ask you this maybe very specific question, Sadiq, is comment comprenez-vous l'isolationnisme du Mali alors que ce pays est essentiel à la sécurité de la sous-région? En même temps, il y a aussi une question qui est peut-être un peu très spécifique. Que pensez-vous des accusations du Mali vers la France, violation du territoire malien et soutien aux terroristes, et la Côte d'Ivoire militaire arrêtée? Donc je vous passe la parole, Sadiq, et après, Alexis, I'd like to come back to you, maybe if you can just shed a couple of, maybe say a little bit about how can the international communities try to re-engage with Mali. D'abord, vous, Sadiq. Je pense qu'il faut être très clair. Le Mali, le Mali fait partie de la solution. Il faut trouver les moyens d'intégrer le Mali. Aujourd'hui, quel est le malentendu entre le Mali et la communauté internationale? En tout cas, la plupart des partenaires du Mali, leur problème, c'est Wagner, ce n'est pas la Russie. Parce qu'il faut dire, historiquement, le Mali a eu une tradition de coopération avec la Russie. Le premier régime malien de Modibo Keïta avait un partenariat avec l'Union de républiques socialistes soviétiques, qui est l'ancêtre de la Fédération de Russie. Ça n'a jamais posé problème. Ce que les gens n'acceptent pas et ne peuvent pas accepter, c'est qu'un pays, même indépendant, contracte des relations avec un groupe de sécurité privée, des mercenaires, Wagner. Et aujourd'hui, à mon avis, ce qui peut faciliter le dialogue avec le Mali, c'est que si on fait une évaluation objective de la situation, Wagner n'a rien apporté au Mali. Aucun progrès dans la sécurité du Mali. La situation s'est au contraire détériorée. Il y a de nouveaux territoires qui sont attaqués par les groupes terroristes. Il y a aucun endroit presque du Mali ne peut échapper. On a attaqué Kati, c'est là où réside le président Goïta. Ça se trouve à 25 km de Bamako. Donc, ça veut dire que les mêmes gens peuvent attaquer Bamako même. Donc, il faut qu'on trouve des moyens d'expliquer au Mali. Il y a encore des pays comme l'Algérie qui peuvent parler au Mali, puisque le Mali n'écoute personne et il n'écoute pas ses voisins, il n'écoute pas la CEDEAO, en tout cas. Moi, c'est ce que je constate. Donc, il faut trouver les moyens d'expliquer au Mali, puisque le problème de sa coopération avec ses partenaires et la coopération utile, c'est Wagner, il faut que le Mali trouve les moyens, avec la Russie, de faire partir Wagner et de reprendre la coopération avec ses voisins, de réhabiliter le G5 Sahel pour que la coopération puisse se faire. Moi, c'est comme ça que je vois l'articulation. Aujourd'hui, si on devait s'asseoir avec les Maliens pour dire qu'est-ce que Wagner, si on fait un bilan de l'implication de Wagner, le bilan n'est pas positif. À partir du moment où le bilan n'est pas positif, il faut que les Maliens eux-mêmes décident de résilier le contrat avec Wagner et de reprendre la coopération avec leurs voisins, avec le G5 Sahel, avec tous leurs partenaires. Voilà la première question. Maintenant, les accusations contre la France. Très sincèrement, sauf à apporter des éléments
de preuves irréfutables, ces accusations aujourd'hui n'ont pas de grande crédibilité. Pour plusieurs raisons. Il a été établi par l'Agence de la sécurité pour la navigation aérienne, la SECNA, qu'à plusieurs reprises, les aéronefs français ont survolé le Mali sans autorisation. Ça, c'est indiscutable, c'est la SECNA qui le dit. Il n'a jamais été apporté la preuve que la France a donné des armes au groupe djihadiste parce qu'elle est contre le régime malien. Il n'a jamais été apporté la preuve que la France a fourni des renseignements au groupe djihadiste parce que la France a même tué Drogdel, le patron de AQMI. La France a tué Abu Adnan al-Sahraoui, le patron de l'IGS. Comment même si la France venait proposer à ce groupe djihadiste-là, le groupe djihadiste allait refuser. Donc, pour moi, il n'y a pas de crédibilité aux accusations de soutien aux terroristes, de soutien, mais il y a quelques éléments comme le survol du territoire sans autorisation qui sont des choses qui ont été documentées. Pour le reste, ça fait quelques mois que les accusations ont été portées. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de preuves, mais si on a les preuves, on peut les croire. Voilà ce que je peux répondre par rapport aux deux questions qui ont été posées. Je vous remercie. Merci. Alexis? In terms of what the international community can do to try to re-engage with Mali, I think, as Sadiq has suggested, the ball is somewhat in the junta's court. I think it would take a change in tone, a change in actions and outreach on the junta's part to restore some faith within the region and internationally. And I don't see that immediately forthcoming. You know, if you look at Colonel Maiga's statement at the UN General Assembly, what I see from the outside, at least, is a junta that is, if anything, further entrenching its strategy of alienating regional leaders and Western donors versus one that has reached the peak of that strategy and is now de-escalating. Now, that said, you know, the relationship between the Malian junta and France is a two-sided one. It's dynamic. I would say both sides fueled the current bad state of relationships between Bamako and Paris. So, you know, part of this might be about not taking the bait and sort of waiting out. But I think ultimately, this is a strategy of the Malian junta, and it is up to them to decide whether they want to continue it or not. Now, of course, all engagement is not government to government, right? There's a lot of stakeholders in Mali, and there are deep connections between the Malian people and, you know, governments and peoples abroad. So I think, you know, US and French and European and other, and of course, regional engagement in Mali is not going to end tomorrow just because the top government leadership, you know, is not on the same page. Aid programs seem like they can continue in many cases. Exchanges happen, travel happens, family ties are enormous. Trade ties are now largely, you know, restored after ECOWAS lifted regional trade sanctions in July. So, you know, isolation of a government is not 100% isolation, but I think we are very much at a low water mark. Thank you, Alexis. There's a very specific question about Wagner. Si vous permettez, il y avait une petite question sur les soldats ivoiriens à laquelle je n'ai pas répondu. Ils ont posé la question sur les 46 soldats. Non, la question des 46 soldats aussi s'inscrit dans un contexte de mauvaises relations entre le Mali et ses partenaires. C'est une question qui aurait pu se régler assez facilement. Et je crois qu'il y a eu quelques erreurs dans les formalités administratives et ça aurait pu se gérer. Mais c'est arrivé dans un contexte où le Mali avait des relations très difficiles avec l'ensemble de ses partenaires, avec les Nations Unies, avec la CEDEAO, et ce problème aujourd'hui est devenu un vrai problème. Mais il faut faire vite, je pense que la junte même n'a pas intérêt à continuer à persister dans l'ensemble des solutions. Les Nations Unies ont demandé, la CEDEAO a demandé, le Nigeria, tout le monde a demandé au Mali de faire un geste. Je pense qu'il faut tourner cette page-là, libérer les soldats et puis pouvoir avancer sur le vrai défi
qui se pose au Mali, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à côté de la question sécuritaire, il y a la question de la transition. Et les autorités ont dit que les élections auront lieu en février 2024. Pour l'instant, il faut commencer à préparer ces élections-là. On n'en voit pas, on n'a pas l'impression qu'il y a une volonté d'associer l'ensemble des acteurs politiques pour préparer la transition. Et il ne faut pas qu'on se retrouve à 3 mois des élections et voir qu'on n'a pas préparé les élections. Donc, pour moi, il y a des défis plus importants que l'affaire des 46 soldats. Il faut passer vite et pouvoir avancer dans la conduite de la transition. Merci. Thank you, Sadiq. Yes, there's a lot of questions that I have certainly on sort of domestic dynamics within some of these Sahel countries and how they impact the overall security situation. But I would like to come back to a very specific question that I have that I have here from one of our attendees on the Wagner Group. Do you have any idea of who is paying their salaries? And do you see them engaging in the mining sector in Mali? And then more broadly, the way maybe if I can get you all to weigh in on this, how do you see sort of, Russia's engagement right now in Ukraine and some of the setbacks that Russia is facing in Ukraine influencing Russia and Wagner's engagement in the Sahel, if any? Maybe Sadiq, I can start with you. And then we'll go on to Hisham, see if you have any ideas, if you want to weigh in on this, and then Alexis will come back to you at the end. Oui, en réalité, la présence de Wagner a été documentée et les populations même de certaines régions, notamment des villages, ont vu la présence des soldats de type européens qui accompagnent les forces armées maliennes et qui sont des gens de Wagner. Donc, la présence de Wagner sur le terrain, elle a été constatée, elle a été documentée. Il n'y a pas aujourd'hui officiellement le mécanisme par lequel les autorités payent Wagner, mais on sait que ce n'est pas gratuit. C'est des mercenaires, les mercenaires ne sont pas dans la gratuité. Donc, il y a un moyen par lequel ils sont payés ou ils vont être payés. La seule chose qu'on sait, c'est que AFRICOM, le commandement américain pour l'Afrique, a, sans doute sur la base des renseignements, expliqué que le contrat qui a été signé entre le Mali et Wagner prévoit le versement de 10 millions de dollars par mois à la société Wagner. Ça, c'est le commandement américain qui l'a dit. Comment on les paye? Comment ça, on ne le sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le Mali n'est pas un pays pauvre. Il a des ressources. Peut-être que Wagner loin, regarde les ressources du Mali. Le Mali est un des premiers producteurs africains de l'or. Le Mali est un des premiers producteurs africains de coton. Quand vous prêtez de l'argent à quelqu'un et que vous savez qu'il peut payer, c'est que tôt ou tard, il va vous payer. Donc, Wagner, c'est que tôt ou tard, le Mali a les moyens de les payer, que ce soit par l'or, que ce soit par le coton ou que ce soit par d'autres ressources. Voilà, en tout cas, moi, les éléments d'information que je peux fournir à ce stade s'agissant de la présence de Wagner et du mécanisme de paiement de Wagner. Hicham, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet? En réalité, c'est dit qu'il a vraiment précisé les éléments. Aujourd'hui, on est documenté sur la manière de faire de Wagner. On l'a vu en Libye, on l'a vu en Syrie, et on a surtout en Centrafrique. On a des éléments d'appréciation. Évidemment, on n'a pas des documents palpables qu'on a pu vérifier, mais la méthode est la même et la pratique l'est aussi. Et donc, Wagner se paie sur la bête. Et c'est la philosophie de ce groupe paramilitaire absolument dans la culture du mercenariat. Et donc, Wagner peut-être va s'étioler parce que la Russie souffre terriblement par ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Et je pense que ça va avoir un impact certain même sur les pratiques de Wagner. Seulement, il y a cette source nourricière qui est le paiement que ce groupe se taille à travers les ressources du pays et on va pouvoir continuer à croiser les sources parce que c'est vraiment un élément qu'il faut suivre de près parce que la Russie,
c'est vraiment son bras armé, y compris dans la région de l'Ukraine, parce qu'ils opèrent aussi, et c'est un groupe qui est véritablement consubstantiel de la structure militaire russe. Donc, c'est à suivre. Et je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là, parce que c'est un groupe qui a des ambitions de perturbation, en tout cas dans la géopolitique mondiale, pour servir les intérêts russes. Thank you, Alexis. I don't have much to add to those points. I noticed that in the Q&A, there's a question about Amazon, and I'm happy to touch on that. Yes, great. That would be wonderful. So the question, Alexis, is what lessons can we learn regarding Amazon forces in Somalia if AU did not find funds to sustain that initiative? Thank you. Yeah, so it's an interesting question, and Amazon is often pointed to as a model, but also as a sort of cautionary tale of, other donor-funded African security interventions. First of all, the African Union does not actually fund Amazon. It supplies forces, but the European Union funds their salary, and the United States largely provides equipment to troop contributors. So it's an interesting sort of multi-actor arrangement. And the United States, in the case of Amazon, did agree to support a UN Security Council mandated logistical support operation to Amazon that is funded through UN assessed contributions, meaning the mandatory contributions that member states have to pay based on, a complicated formula related to their GDP, of which the United States pays by far the largest share. When US diplomats supported that mechanism for Amazon, they said at the time, this is a one-off, we will never do this again. And part of that is because of some complications that created for Congress and how Congress funds and is willing to fund UN operations. In other words, a lack of congressional willingness to support a UN funding mechanism for an operation that is not conducted by the UN and not necessarily held to certain UN standards in terms of, troop performance or procurement and this sort of thing. So that's one issue. The other issue is that I would say that, AMISOM comprises foreign security forces intervening in Somalia. The G5, for example, comprises national security forces acting on their own territories, largely. And so one concern with supporting a logistical support operation to G5, for example, is that you're sort of bleeding from UN operation of foreign intervention and stabilization into one in which the UN is funding national militaries carrying out, domestic security operations. And so in that way, sort of there's not a direct parallel between AMISOM and regional security initiatives in the Sahel. Could there be in the future, is it possible that players in the region could come up with something that looks a bit more like AMISOM? Like I said, there have been proposals along these lines. It's not impossible, but so far, none of those has appeared either realistic or likely to draw donor buy-in. Thank you, Alexis. I'm looking at the time and I realize we're coming on to the close of the event. There's certainly been so much to pick up on and so much food for thought that I think we'll just have to address in a future seminar. And before closing, I'd like to give my colleague Sheikh a moment just to provide any concluding remarks and any concluding thoughts. Sheikh, I see you, but I don't see you. Are you on the screen? Oui. There you are. Now I see you. Voilà, merci. Je m'étais éclipsé pour laisser le débat, faire le débat. Je voudrais remercier nos panélistes. On behalf of Africa Study Group, I would like to thank our panelists for their excellent presentation. Hichem
Alexi and Zaidik. And thanks to you, Intisar. Many thanks to our partner for this event, the Middle East Institute in Washington. Please note that this session has been recorded and will be posted on our website, on our YouTube page. Je ne saurais évidemment clore ce débat sans avoir une pensée pour nos partenaires qui sont à l'est du Canada, au Québec. Et comme vous savez, nous avons été frappés par l'ouragan Fiona. Et nous avons eu des étudiants qui, bien qu'ils s'étaient inscrits pour ce débat, n'ont pas pu avoir la possibilité de suivre le débat parce qu'ils n'ont pas d'électricité. Et nous avons une pensée pour eux et je leur dis de tenir bon. Nous allons mettre ce débat sur notre site du Conseil international du Canada pour qu'une fois qu'ils auront récupéré des possibilités, l'électricité et l'Internet, qu'ils soient en mesure de suivre évidemment ce débat. Donc, je voudrais encore une fois remercier tous nos collègues, notamment Mafoya, qui est notre directeur de communication, mes collègues du secrétariat du Conseil international du Canada, la branche d'Ottawa, pour les efforts qui ont été mis en œuvre. Et je voudrais inviter notre audience et nos collègues au niveau international, canadien. Je voudrais les inviter à adhérer au Conseil international du Canada, à participer à nos activités. The next Africa Study Group webinar will be soon announced, and we would like to thank you very much for your attendance. Ça serait tout pour aujourd'hui, et dépendamment de là où vous êtes, je vous souhaite bonne journée, bonne nuit, bonne soirée. Merci et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir, merci. Au revoir. Voilà. Merci. Merci beaucoup.